Le laboratoire de restauration et de recherche du musée de la musique a été créé en fait dans les années 60, mais à l'époque il n'était principalement qu'un atelier de restauration. Lorsque le musée de la musique a intégré la Philharmonie, au départ Cité de la musique, il y a 20 ans maintenant, il est devenu véritablement un espace de recherche sur l'instrument de musique et sa musique. La mission première d'un musée, c'est de maintenir un instrument dans l'état dans lequel il était au moment où il entre dans les collections. Quand un instrument intègre la collection du musée, qui est la collection nationale, il subit un certain nombre d'examens et d'analyses qui vont nous permettre de mieux comprendre son état pour mieux le conserver. En réserve, peut-on le mettre en exposition? Peut-on le jouer, par exemple? Ce sont des questions auxquelles on doit répondre. Pour travailler là-dessus, il faut mélanger les regards. Il faut à la fois faire des sciences naturelles, des sciences de l'ingénieur, de la physique, de la chimie, mais aussi comprendre la musique dont on parle, la culture dont est issue la musique. Et pour ce faire, il faut à tout le moins faire de l'histoire des sciences et techniques, de l'histoire de l'art et de l'histoire de la musique en général. Le musée a fait l'acquisition de cette guitare. Avant de pouvoir intégrer les réserves, on va vérifier son état sanitaire. On va diagnostiquer la présence ou pas d'insectes xylophages. Donc insectes xylophages, des insectes qui se nourrissent de fibres de bois. On va réaliser un diagnostic sanitaire grâce à ce dispositif ATAX que nous avons développé au labo, qui fait l'objet d'un dépôt de brevet. Donc on vient positionner un capteur d'émission acoustique. Le signal amplifié est ensuite transmis à l'ordinateur. Si ce diagnostic a révélé l'absence d'insectes, on va pouvoir monter la guitare au laboratoire en présence d'autres instruments. Cet instrument, quand il est rentré dans les collections, n'était pas en état de jeu. C'est un instrument très ancien, peut-être le plus ancien de notre collection pour ce qui concerne les sitars tubulaires. Et justement, l'étude de l'objet, l'analyse que l'on peut faire de l'objet, vont nous permettre de comprendre ce qu'il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a à nous raconter, même si aujourd'hui il n'est plus en état de chanter. La vina, qu'on appelle bin, est un instrument emblématique dans la tradition musicale de l'Inde. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que les traditions musicales ont évolué et que cet instrument est tombé un petit peu en désuétude. La cithare tubulaire fait partie de la famille des instruments à chevalet plat, qui est un système de transmission du son typique des cultures indiennes, qu'on ne trouve pas du tout en Occident. Et ça débouche sur un mode de fonctionnement, sur une manière de sonner très particulière, avec des sons très longs et des timbres qui changent en permanence. On a un tube relié à deux haut-parleurs qui sont en fait des cales basses, qui sont réalisées en courge. On va faire ce qu'on appelle un constat d'état, on va faire un examen visuel de l'instrument. On voit ici par exemple une petite fracture qui a été réparée il y a bien longtemps maintenant, mais qui semble stable. L'intérieur de la rosace, c'est un assemblage de parchemin et de bois. C'est une construction en 3 dimensions, un véritable décor. On a envie de se promener dedans. Évidemment, on a énormément de matériaux utilisés. Et en faisant comme ça le tour de l'instrument, on se rend compte que cet instrument est dans un état de conservation exceptionnel. Il n'a quasiment pas de fracture pour un instrument, je vous rappelle, de 1708. Et donc, sous réserve de ce que va donner la radiographie, on peut éventuellement penser à le mettre en état de jeu. On voit la fracture qu'on a remarquée tout à l'heure dans le constat d'état. Ah oui, on voit bien qu'elle a été renforcée, qu'elle a été réparée, cette fracture. Donc a priori, la table devrait supporter la tension des cordes. Oui, tu penses? Je pense que oui, ça supportera la tension. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une holographie acoustique pour avoir son empreinte acoustique avant jeu, avant répétition. Et en refaisant cette même mesure après le jeu, on verra si la structure a bougé. J'étais en Inde à l'époque en mission et je l'ai découvert tout à fait par hasard au Rajasthan. Mon intuition initiale quand j'ai vu l'instrument
c'était, waouh, là on a affaire à quelque chose d'extrêmement ancien. C'est probablement un instrument XVIIe siècle. Sur une peinture moghole, alors que l'instrument n'a que 3 chevilles, eh bien l'instrument avait 4 cordes. Et ce n'est qu'un peu plus tard que nous avons effectivement découvert sur l'objet, ici sur la vina, un 4e petit trou qui indique l'existence de cette fameuse 4e corde. Pour réaliser le décor, il a fallu plus de 6 couches, même 7 couches de peinture. Ces 7 couches, on a pu les analyser et on connaît assez bien maintenant la composition chimique de ce revêtement. Malheureusement, elle ne nous donne pas l'âge de l'instrument et pour espérer obtenir cet âge, quelques microgrammes vont suffire pour faire une datation au carbone 14 de cet instrument et peut-être révéler le secret de son époque. Aujourd'hui, on fait l'holographie pour avoir une empreinte, cette fois-ci du comportement mécanique mais dynamique, à l'instant que l'on décrète comme étant l'instant 0, qui sera notre référence pour ensuite le suivi de l'instrument au cours de sa vie en état de jeu au musée. Donc ici, nous sommes dans une chambre semi-anéchoïque. Ces triangles sont d'une mousse acoustique. On n'a pas toutes les contributions du mur. Donc on a un son sec. Donc on va faire un léger impact qui va mettre en vibration la table d'harmonie de l'instrument. Chaque microphone enregistre donc en un point la variation de pression générée par le déplacement de la table. Cette pression est enregistrée et transmise à une chaîne d'acquisition qui va traiter toutes ces données. On va ainsi obtenir une cartographie de la table, donc des endroits qui se déplacent, ceux qui ne se déplacent pas, puisque là, on a décrété que cet instrument était en état de jeu. Donc après un certain nombre de répétitions et de concerts, on va refaire la mesure. Donc c'est une méthode qui permet de suivre l'état de conservation de l'instrument, tout en respectant justement nos paramètres patrimoniaux, à savoir non-intrusivité et non-destructivité de la mesure. Alors l'idée, c'est d'arriver à ramasser 400 microgrammes pour que le laboratoire de l'SCE puisse faire une analyse C14 à l'intérieur du tube de cette vina. Donc la mesure C14, c'est quelque chose qui est connu notamment pour la datation des sites archéologiques. On a par exemple daté les peintures qui sont dans la grotte Chauvet récemment. Donc avec ça, on doit pouvoir donner une réponse plus précise sur la date de cet instrument. Alors, tu veux que je te montre la courbe de calibration ou tu veux les résultats tout de suite? Parce que regarde là, 3 intervalles de date équiprobables, un vers 1650-1680, un qui couvre pas mal du 18e, et puis celui-ci on peut le laisser tomber puisque c'est un artefact de la mesure. 1650, je pensais que l'instrument date de la première moitié du XVIIe siècle. Ça me convient tout à fait, je suis ravi, c'est formidable. Bon, bah alors Bravo. voilà, c'est celui-là le bon.